Pendant des siècles, le Vatican s'est érigé en forteresse impénétrable de la foi et de la tradition. Aujourd'hui, cette forteresse est assiégée de l'intérieur. Un ancien secrétaire, un dénonciateur du cercle intérieur, fait son entrée dans la lumière, armé d'images qui pourraient faire voler en éclats les fondements même de l'Église. Quelle vérité se cache derrière les murs dorés du Vatican? Le pape François est-il le berger qu'il semble être, ou n'est-il que la figure de proue d'un jeu beaucoup plus vaste et sinistre? Les réponses, enfouies au plus profond de ces images explosives, promettent d'exposer une réalité plus choquante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le Vatican est fini. Les affirmations choquantes. Le décès du pape François le lundi de Pâques 2025 a provoqué une onde de choc dans le monde catholique et au-delà. À 88 ans, le pape d'origine argentine est décédé à la suite de complications d'un accident vasculaire cérébral ayant entraîné un collapsus cardio-circulatoire irréversible, comme l'a annoncé officiellement le cardinal Kevin Farrell, le camerlengo de la Sainte Église romaine. Son corps a été découvert à la Casa Santa Marta, la modeste maison d'hôte du Vatican où il a choisi de résider tout au long de son pontificat, refusant la grandeur du traditionnel palais apostolique, une décision qui illustre sa préférence bien connue pour la simplicité et l'humilité. Le Vatican a confirmé que François avait souffert de plusieurs problèmes de santé au cours des dernières années de sa vie, notamment d'une pneumonie bilatérale, d'hypertension et de diabète de type 2. Son certificat de décès, publié peu après sa mort, détaille ses affections sous-jacentes, fournissant ce qui semble être une explication médicale solide de son décès. Mais l'histoire pourrait-elle aller plus loin que ce qui a été officiellement communiqué? Ce qui s'est passé ensuite est censé suivre les traditions ancestrales de la succession papale. Le cardinal Kevin Farrell a scellé la résidence du pape à la Casa Santa Marta et a détruit l'anneau du pécheur et le sceau de plomb, garantissant ainsi qu'il n'y aurait pas d'abus de l'autorité papale. Le rite de translation a transféré sa dépouille à la basilique Saint-Pierre pour une vénération publique, culminant avec son enterrement à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Une rupture notable avec la tradition d'inhumation des papes à la basilique Saint-Pierre, mais explicitement demandée dans le testament de François. Le testament lui-même, daté du 29 juin 2022, a été rendu public peu après sa mort et publié sur le site web du Saint-Siège. Dans ce document, le pape exprime sa dévotion à la Vierge Marie et offre sa souffrance pour la paix dans le monde. Il est intéressant de noter qu'il n'est fait mention d'aucune archive, d'aucun document controversé, ni d'aucune séquence cachée dans cette version publique de son testament. Mais certains initiés suggèrent que cela pourrait ne pas dire toute l'histoire. Pourtant, malgré ces faits apparemment simples entourant la mort du pape et les protocoles qui en découlent, une tempête de spéculation s'est levée. Des affirmations ont émergé, suggérant que de nouvelles archives auraient été découvertes dans la chambre du pape François, ce qui aurait provoqué l'inquiétude des cercles du Vatican. Ces affirmations, qui ont gagné du terrain dans certains coins des médias sociaux et des sites web spécialisés, laissent entrevoir un contenu potentiellement explosif qui pourrait ébranler l'image soigneusement élaborée des dirigeants de l'Église catholique. D'aucuns suggèrent que la réponse précipitée du Vatican à ces affirmations, ou plutôt son silence notable, en dit long. Ces rumeurs, qui ont fait l'effet d'une onde de choc dans certaines communautés catholiques, pourraient-elles être fondées? L'approche historique du Vatican à l'égard des scandales a souvent été celle d'un silence mesuré suivi d'une gestion prudente de l'information, plutôt que d'un déni catégorique. Les images cachées sont liées à la mystique de longue date des archives apostoliques du Vatican. Ces archives, que le pape François a rebaptisées « Archives secrètes du Vatican » en 2019 afin de réduire leur connotation secrète, font depuis longtemps l'objet d'une fascination et de théories sur ce que pourraient contenir leurs 85 km d'étagères. Et si François avait recueilli des preuves des irrégularités du Vatican tout au long de son pontificat, préparant ainsi une révélation posthume? Les appels à l'ouverture des dossiers d'archives relatifs aux ovnis se sont intensifiés récemment, notamment à la suite des affirmations de David Gruschen, 2023, ancien responsable du renseignement américain, concernant l'implication du Vatican dans la dissimulation d'événements extraterrestres. La coïncidence entre la mort du pape François et ces nouvelles allégations pourrait-elle être plus qu'une coïncidence? Certains observateurs ont noté que les approches progressistes de François en matière de doctrine de l'Église lui ont valu des ennemis dans les cercles les plus conservateurs du Vatican, ce qui pourrait motiver les efforts visant à supprimer tout ce qui aurait pu être découvert dans ces quartiers privés. La tradition consistant à sceller les appartements d'un pape après sa mort est bien documentée et courante. Le scellement cérémoniel des appartements papaux, dans le cas de François, il s'agit de ses modestes chambres à la Casa Santa Marta, n'a pas pour but de cacher des secrets, mais de préserver la dignité de la fonction papale pendant la période de transition, connue sous le nom de sede vacante, le siège vacant. Et si cette tradition servait également un autre but, donner l'occasion de retirer des documents sensibles
avant qu'il ne fasse partie du dossier officiel. La perspective historique est ici cruciale. Tout au long de son histoire, l'Église catholique a été confrontée à de véritables scandales qui ont d'abord été considérés comme des rumeurs sans fondement. Le synode des cadavres de 897, au cours duquel le pape Étienne VI a fait exhumer le cadavre de son prédécesseur, l'a revêtu des habits pontificaux et l'a fait juger. Les manquements moraux de papes de la Renaissance comme Alexandre VI, les irrégularités financières de la Banque du Vatican au cours des dernières décennies et la crise mondiale des abus sexuels commis par des membres du clergé, tout cela représente des controverses réelles qui ont d'abord été niées avant que des preuves ne les rendent impossibles à ignorer. L'un des aspects importants de la papauté du pape François a été son engagement en faveur de la réforme et de la transparence, en particulier en ce qui concerne les finances et la gouvernance du Vatican. Il a mis en place de nouveaux mécanismes de contrôle, réformé la Banque du Vatican après de précédents scandales et pris des mesures sans précédent pour faire face à la crise des abus sexuels commis par des membres du clergé. Mais est-il allé assez loin? Certains critiques suggèrent que si François a réellement découvert des preuves d'une corruption plus profonde, il les a peut-être rassemblées dans l'intention de faire une révélation posthume qui forcerait son successeur à agir. Le pontificat de François a été marqué par des controverses, c'est certain. Son ouverture à la communauté LGBTQ+, son dialogue interreligieux, son engagement politique sur des questions telles que le changement climatique et les migrations, sa gestion de la crise des abus sexuels commis par des membres du clergé et ses réformes doctrinales ont tous suscité des débats passionnés au sein et en dehors de l'Église. Son approbation en 2023 de la bénédiction des couples homosexuels par le biais du document Fiducia Supplicans a particulièrement polarisé l'opinion catholique, les évêques conservateurs d'Afrique, et d'ailleurs rejetant ouvertement cette politique. Certains suggèrent que ces controverses publiques pourraient en avoir été que la surface de conflits plus profonds à l'intérieur des murs du Vatican. Le pape a également été critiqué pour sa défense initiale de l'évêque chilien, Juan Barros, qui a été accusé de couvrir les abus du célèbre prêtre pédophile Fernando Karadima. François a d'abord rejeté les allégations comme des calomnies lors d'une visite au Chili en 2018, mais a ensuite reconnu de graves erreurs dans la gestion de l'affaire après une enquête, acceptant la démission de plusieurs évêques chiliens. Pourrait-il y avoir des images ou des documents liés à ce cas ou à d'autres cas d'abus que François a gardés privés, dans l'intention de les utiliser comme preuve posthume? Parmi les personnages clés de ce déroulement figure le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin au moment de la mort de François, ainsi que le secrétaire personnel du pape François, le père Fabio Salerno, nommé en 2020. Tous deux auraient eu un accès sans précédent aux quartiers privés et aux documents personnels de François. Si une telle personne avait effectivement fait des révélations explosives, le Vatican aurait probablement agi rapidement pour contenir la situation. Le cardinal Pietro Parolin, qui a occupé le poste de secrétaire d'État du Vatican pendant toute la durée du pontificat de François, a entretenu une relation étroite et collaborative avec ce dernier. Ils ont travaillé ensemble sur des initiatives diplomatiques clés, notamment l'accord de 2018 entre le Vatican et la Chine sur la nomination des évêques. Et si cette relation étroite avait permis à M. Parolin d'accéder à des informations sensibles recueillies par M. François? En tant que cardinal le plus ancien après la mort de François, M. Parolin serait particulièrement bien placé pour révéler ou supprimer ces informations. Dans la pratique catholique traditionnelle, la mort d'un pape déclenche une série de rituels et de procédures soigneusement chorégraphiées. Le corps est préparé pour être exposé au public, une période de deuil officiel est observée et le pontife décédé est inhumé selon ses souhaits. Pendant ce temps, le collège des cardinaux se réunit en conclave pour élire son successeur. Mais que se passe-t-il lorsque cette transition soigneusement orchestrée est perturbée par des découvertes inattendues? Le Vatican reconnaîtrait-il une telle perturbation ou présenterait-il une façade d'affaires courante tout en s'efforçant de contenir une crise potentielle? Le conclave visant à élire le successeur de François a débuté le 7 mai 2025, avec la participation de 135 cardinaux âgés de moins de 80 ans ayant le droit de vote. Ce calendrier est conforme aux procédures habituelles après le décès d'un pape. Mais certains observateurs ont noté des tensions inhabituelles parmi les cardinaux réunis à Rome. Ces tensions pourraient-elles refléter la connaissance de révélations troublantes plutôt que l'habituelle politique pré-conclave? Si l'on examine l'héritage réel du pape François, on constate que son pontificat a été marqué par des efforts importants pour réformer la gouvernance et les finances de l'Église, résoudre la crise des abus sexuels commis par des membres du clergé, défendre la protection de l'environnement et la dignité des migrants, engager un dialogue interreligieux et promouvoir une approche plus pastorale des questions morales complexes. Ces efforts ont parfois suscité des controverses et des résistances,
mais ils ont été menés ouvertement et largement documentés. Et si cependant, il y avait des aspects de ce programme de réforme que François a gardé cachés, sachant qu'il se heurterait à une opposition insurmontable s'ils étaient révélés de son vivant? Dans la pratique catholique traditionnelle, la mort d'un pape déclenche une série de rituels et de procédures soigneusement chorégraphiées. Le corps est préparé pour être exposé au public, une période de deuil officiel est observée et le pontife décédé est inhumé selon ses souhaits. Pendant ce temps, le collège des cardinaux se réunit en conclave pour élire son successeur. Mais que se passe-t-il lorsque cette transition soigneusement orchestrée est perturbée par des découvertes inattendues? Le Vatican reconnaîtrait-il une telle perturbation ou présenterait-il une façade d'affaires courante tout en s'efforçant de contenir une crise potentielle? Le conclave visant à élire le successeur de François a débuté le 7 mai 2025 avec la participation de 135 cardinaux âgés de moins de 80 ans ayant le droit de vote. Ce calendrier est conforme aux procédures habituelles après le décès d'un pape, mais certains observateurs ont noté des tensions inhabituelles parmi les cardinaux réunis à Rome. Ces tensions pourraient-elles refléter la connaissance de révélations troublantes plutôt que l'habituelle politique pré-conclave? Si l'on examine l'héritage réel du pape François, on constate que son pontificat a été marqué par des efforts importants pour réformer la gouvernance et les finances de l'Église, résoudre la crise des abus sexuels commis par des membres du clergé, défendre la protection de l'environnement et la dignité des migrants, engager un dialogue interreligieux et promouvoir une approche plus pastorale des questions morales complexes. Ces efforts ont parfois suscité des controverses et des résistances, mais ils ont été menés ouvertement et largement documentés. Et si, cependant, il y avait des aspects de ce programme de réforme que François a gardé cachés, sachant qu'il se heurterait à une opposition insurmontable s'ils étaient révélés de son vivant? Les vrais secrets du Vatican. Les véritables scandales impliquant le Vatican sont bien plus intrigants et conséquents que beaucoup ne le pensent, car ils ont eu des répercussions tangibles sur la réputation et le fonctionnement de l'Église au fil des décennies. Ces controverses documentées pourraient-elles donner de la crédibilité aux nouvelles allégations concernant le pape François? Les controverses les plus importantes et les mieux documentées concernent peut-être l'Institut pour les œuvres de religion, PECORN, IOR, plus connu sous le nom de Banque du Vatican. Créé en 1942 par le pape Pie XII pour gérer les actifs financiers du Saint-Siège, l'IOR a été au centre de multiples scandales vérifiés tout au long de son histoire. Si François a découvert de nouvelles preuves d'irrégularité financière, cela s'inscrirait dans le cadre d'un modèle de mauvaise conduite financière du Vatican établi de longue date. L'effondrement de la Banco Ambrosiano en 1982 représente l'un des épisodes les plus notoires de l'histoire financière du Vatican. L'IOR détenait une participation importante dans cette banque italienne et a été impliqué dans un système où il fournissait des lettres de patronage pour des prêts à des sociétés fictives, déplaçant essentiellement des fonds pour permettre aux banques de passer des inspections avant de retirer l'argent et de conserver une part. Lorsque la Banco Ambrosiano s'est effondrée avec une dette de 1,3 milliard de dollars, le Vatican a versé 244 millions de dollars aux créanciers sans admettre de faute. Ce scandale a encore été amplifié par la mort mystérieuse de Roberto Calvi, président de la Banco Ambrosiano, retrouvé pendu au pont Blackfriars de Londres en juin 1982. Surnommé le banquier de Dieu en raison de ses liens avec le Vatican, la mort de Calvi a d'abord été considérée comme un suicide avant d'être reclassée comme un homicide, les théories le reliant au crime organisé, aux loges maçonniques et aux finances du Vatican. Le pape François aurait-il découvert de nouvelles informations sur cette affaire ou d'autres affaires similaires que certains responsables du Vatican préféreraient garder secrètes? Plus récemment, en juin 2013, Monseigneur Nunzio Scarano, comptable principal à l'administration du patrimoine du siège apostolique, APSA, a été arrêté pour avoir conspiré en vue de faire passer 20 millions d'euros en espèces de la Suisse vers l'Italie pour le compte d'une riche famille italienne. Utilisant un avion privé pour échapper au contrôle douanier, ce complot a mis en évidence la vulnérabilité de l'IOR à l'exploitation à des fins de blanchiment d'argent. Scarano avait déjà fait l'objet d'une enquête pour des transferts suspects d'un montant total de 7 millions d'euros et son arrestation a entraîné d'importantes retombées au sein de la structure financière du Vatican. Ce scandale s'est produit au début du pontificat de François. Aurait-il pu recueillir des preuves de fautes similaires tout au long de son mandat? Entre 2018 et 2023, le Vatican a été secoué par un autre scandale financier majeur centré sur un investissement de 350 millions d'euros dans une propriété de luxe au 60 Sloane Avenue à Londres. L'opération, initiée par la secrétairerie d'État du Vatican en 2014 par l'intermédiaire du fonds du financier italien Raffaele Mincione, a entraîné des pertes importantes en raison de fraudes présumées,
d'une mauvaise gestion et d'extorsion de la part d'intermédiaires. En 2021, 10 personnes, dont le cardinal Angelo Becciu, ont été inculpées pour détournement de fonds, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Le procès a abouti à des condamnations pour Mincione, Becciu et d'autres en 2023, avec des peines allant de près de 5 ans à plus de 7 ans. Le Vatican a finalement vendu la propriété en 2022 avec une perte de 140 millions d'euros, une débâcle que le pape François a décrite comme une expérience douloureuse qui a néanmoins conduit à une amélioration de la gouvernance financière. Ce scandale est d'autant plus important qu'il s'est déroulé entièrement pendant le pontificat de François et qu'il a donné lieu à des poursuites contre un cardinal qui avait été l'un de ses proches collaborateurs. François aurait-il pu recueillir des preuves supplémentaires de cette affaire ou d'autres irrégularités financières similaires, preuves qui viennent d'être découvertes dans ses appartements privés? Le pape François a répondu à ces irrégularités financières par des réformes substantielles, en créant le Secrétariat pour l'économie en 2014 afin de centraliser la surveillance financière et de réduire l'autonomie de la secrétairerie d'État en matière financière. Il a également autorisé des audits externes des comptes du Vatican et fermé des milliers de comptes non religieux à l'IOR en 2014, signalant un engagement en faveur de la transparence qui a été reconnu par des organismes de surveillance financière tels que Moneval. Ces réformes se sont heurtées à la résistance d'intérêts bien établie au sein du Vatican. François aurait-il pu documenter cette résistance en vue d'une révélation posthume? Au-delà des irrégularités financières, la gestion des abus sexuels commis par le clergé représente l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du Vatican. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement lié à la Cité du Vatican en tant que lieu physique dans la plupart des cas, le rôle de gouvernance du Saint-Siège dans l'Église mondiale le place au cœur du scandale et de la réponse à y apporter. Si des images cachées ont effectivement été découvertes, les documents relatifs aux abus seraient particulièrement explosifs. En janvier 2024, un événement important s'est produit lorsque le père Gabriele Martinelli a été condamné par la Cour d'appel du Vatican pour corruption de mineurs à la suite d'abus sexuels commis entre 2008 et 2009 au préséminaire Saint-Pidise, une institution du Vatican qui forme des enfants de cœur pour les messes papales. Il s'agit de la première condamnation pour abus dans l'enceinte du Vatican. M. Martinelli a été condamné à 2 ans et 6 mois de prison et à une amende de 1 000 €. L'affaire était particulièrement troublante parce que des avertissements concernant Martinelli auraient été envoyés à des responsables du Vatican, y compris au pape François, dès 2013, mais il a été ordonné prêtre en 2017 en dépit de ces allégations. Plus de 2000 pages de documents indiquent que de hauts responsables de l'Église ont facilité le M. Martinelli ordination, de alors qu'ils étaient au courant des accusations portées contre lui, ce qui laisse supposer de graves défaillances dans les procédures internes de sauvegarde du Vatican. Cette affaire pourrait-elle être liée aux prétendues images cachées qui suscitent actuellement l'inquiétude dans les cercles du Vatican? La réponse du pape François à la crise des abus a été mitigée. Il a créé la Commission pontificale pour la protection des mineurs en 2014, a convoqué un sommet mondial sur la protection des enfants en 2019 et a publié des lois exigeant le signalement des abus en interne, tout en abolissant le secret pontifical dans les cas d'abus. Cependant, la Commission a connu des revers, notamment la démission en 2017 de la survivante Mary Collins, qui a invoqué la résistance du Vatican à la réforme. Les critiques, y compris les organisations de survivants comme SNAP, Survivors Network of Those Abused by Priests, ont fait valoir que les mesures de François manquaient de mécanismes d'application et n'établissaient pas une véritable politique de tolérance zéro. L'épisode le plus dommageable pour la crédibilité de François en matière d'abus a peut-être été sa gestion des allégations contre l'évêque chilien Juan Barros, qui a été accusé de couvrir les abus commis par le célèbre prêtre Fernando Karadima. Lors d'une visite au Chili en 2018, François a défendu Barros, affirmant qu'il n'y avait pas l'ombre d'une preuve contre lui et rejetant les allégations comme une calomnie. Après d'intenses réactions et une enquête ultérieure, François a admis avoir commis de graves erreurs de jugement et a accepté la démission de plusieurs évêques chiliens, dont Barros. Existe-t-il des images ou des documents relatifs à cette affaire que François a gardés secrets et qui ont été découverts dans ses appartements? Les archives apostoliques du Vatican, rebaptisées Archives secrètes du Vatican par le pape François en 2019, sont une autre source de véritables secrets et de spéculations. Ce dépôt abrite 85 km de documents remontant au 8e siècle, notamment des bulles papales, de la correspondance diplomatique, des comptes rendus de procès et d'autres documents liés à l'Église. Le pape François a fait un grand pas vers la transparence en ouvrant les archives relatives au pontificat du pape Pie XII, 1939 à 1958, en mars 2020,
permettant ainsi aux chercheurs d'examiner des documents datant de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Les premières recherches dans ces archives ont donné lieu à des résultats importants. David Polleinkertzer, historien à l'université Brown, a découvert des documents révélant que Pie XII avait été informé des massacres de Juifs, mais qu'on lui avait conseillé de ne pas tenir compte de ces informations, jugées exagérées. D'autres chercheurs ont trouvé des preuves de négociations secrètes entre Pie XII et Hitler, par l'intermédiaire d'un prince nazi en 1939, suggérant un modèle de prudence diplomatique plutôt que de condamnation morale. François aurait-il préparé une révélation posthume similaire de documents de sa propre époque? Sa décision de renommer les archives et d'ouvrir les parties controversées suggère un engagement de transparence qui aurait pu s'étendre à sa propre documentation sur les affaires du Vatican pendant son pontificat. Le troisième secret de Fatima est un autre véritable secret du Vatican qui a été gardé pendant des décennies avant d'être révélé. Faisant partie des prophéties prétendument données par la Vierge Marie à 3 enfants bergers à Fatima, au Portugal, en 1917, le troisième secret a été écrit par sœur Lucia dos Santos en 1944, mais n'a été révélé qu'en 2000. Le Vatican a gardé ce texte scellé pendant des décennies, malgré les instructions de sœur Lucie qui demandait qu'il soit révélé au plus tard en 1960. Ce retard a alimenté de nombreuses spéculations sur son contenu, avec des théories allant de prophéties apocalyptiques à des prédictions de corruption de l'Église. Lorsqu'il a finalement été rendu public sous le pape Jean-Paul II, le texte décrivait la vision d'un évêque vêtu de blanc, tué par des soldats, ce que le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, a interprété comme une représentation symbolique des luttes de l'Église au XXe siècle, établissant notamment un lien avec la tentative d'assassinat dont Jean-Paul II a été victime en 1981. Cependant, la controverse persiste. Certains catholiques traditionalistes, soutenant que le Vatican n'a divulgué qu'une partie du troisième secret, en omettant une explication textuelle de la Vierge Marie. Ils citent des déclarations de personnalités telles que l'évêque de Leiria Fatima, Cosme do Amaral, qui en 1984 a suggéré que le secret concernait la perte de la foi dans toute l'Europe, ce qui implique un contenu allant au-delà de la vision divulguée. Le Vatican maintient que le texte intégral a été divulgué, comme l'a confirmé sœur Lucie lors d'un entretien avec l'archevêque Tarcisio Bertone en 2001. François aurait-il pu découvrir des preuves de cette révélation ou d'autres révélations similaires supprimées? Sa dévotion à la Vierge Marie, mentionnée dans son testament, pourrait l'avoir conduit à approfondir ces questions au cours de son pontificat. La mort du pape Jean-Paul Ier, en 1978, après seulement 33 jours d'exercice de ses fonctions, a suscité un nouveau mystère au sein du Vatican. Les premières incohérences dans le récit de sa mort par le Vatican, notamment la date et l'auteur de la découverte de son corps, ont alimenté les théories selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher les réformes financières liées au scandale du Banco Ambrosiano de la Banque du Vatican. Le livre de David Yallop, In God's Name, 1984, affirmait que le pape avait été empoisonné, mais l'ouvrage de John Cornwell, A Thief in the Night, 1987, a contredit cette thèse en apportant des preuves à l'appui de l'explication officielle d'une crise cardiaque. Des enquêtes plus récentes, dont un livre publié en 2017 par Stefania Falasca, vice-postulatrice pour la canonisation de Jean-Paul Ier, ont soutenu la conclusion d'une mort naturelle sur la base de dossiers médicaux montrant que le pape s'était plaint de douleurs thoraciques quelques heures avant sa mort. Les documents des archives apostoliques du Vatican sur son pontificat, qui sont devenus disponibles plusieurs décennies après sa mort, ont largement corroboré cette évaluation. Bien que certains cercles continuent de spéculer sur un meurtre, le consensus parmi les historiens sérieux favorise l'explication de la crise cardiaque. Cette affaire illustre la façon dont les véritables mystères du Vatican peuvent résulter d'incohérences procédurales et d'une mauvaise communication plutôt que de véritables conspirations, même s'ils suscitent une fascination durable de la part du public. François aurait-il pu enquêter sur des mystères historiques similaires en accumulant des preuves qui ont maintenant été découvertes? En examinant les affirmations et les découvertes alarmantes qui ont suivi la mort du pape François, nous naviguons sur un territoire où l'histoire vérifiée et la spéculation s'entremêlent. Les secrets que le pape François s'est efforcé d'étouffer, quel serait l'impact de sa mort et de ses conséquences? Après la mort du pape, les actions du Vatican lui-même ont parfois contribué à cette aura de mystère. Son secret historique, ses archives restreintes et sa structure de gouvernance qui combine l'autorité spirituelle et temporelle créent un terrain fertile pour les spéculations. Le fait que la Cité du Vatican fonctionne comme un État souverain avec ses propres lois, ses forces de police et son corps diplomatique ajoute à son statut unique et à la perception qu'il fonctionne différemment des autres institutions religieuses. Considérons la manière dont le Vatican a géré les scandales précédents.
les irrégularités financières à la Banque du Vatican, les dissimulations d'abus commis par le clergé et les initiatives diplomatiques controversées ont souvent été initialement niées ou minimisées avant d'être finalement reconnues. Ce modèle de transparence tardive pourrait donner de la crédibilité aux affirmations concernant les découvertes faites à la suite de la mort de François. Si de telles images ou de tels documents existent, les précédents historiques suggèrent qu'ils finiront par être révélés, peut-être dans des années ou des décennies, lorsque leur sensibilité politique aura diminué. L'affirmation spécifique selon laquelle un secrétaire aurait révélé des images cachées du pape François après sa mort contient des éléments qui s'alignent sur les pratiques établies du Vatican. La mise sous scellé des appartements privés d'un pape après sa mort est une procédure standard, ostensiblement pour sécuriser les effets personnels et les documents officiels pendant la période de transition. Ce processus est supervisé par le Camerlengo, en l'occurrence le cardinal Kevin Farrell, qui aurait eu accès à tout ce qui aurait été découvert dans les chambres de François à la Casa Santa Marta. Si des documents sensibles étaient découverts, Farrell serait l'un des premiers à en être informé et serait confronté à des décisions difficiles sur la manière de traiter ces découvertes. Lorsque l'on examine les procédures habituelles après la mort d'un pape, on constate qu'elles ont apparemment été suivies dans le cas de François. Le cardinal Kevin Farrell, en tant que Camerlengo, a vérifié le décès et l'a officiellement annoncé. Le corps du pape a été préparé pour être exposé au public et le Vatican a publié des photos montrant François vêtu de ses habits pontificaux, allongé dans la Casa Santa Marta, puis dans la basilique Saint-Pierre. Un acte résumant sa vie a été placé dans son cercueil, comme le veut la coutume. Mais ces activités cérémonielles pourraient potentiellement masquer des perturbations en coulisses causées par des découvertes inattendues dans les quartiers du pape. Les funérailles du 26 avril 2025, auxquelles ont assisté plus de 250 000 personnes, dont des dirigeants du monde entier, se sont déroulées conformément à la tradition, modifiée uniquement par les souhaits de simplicité de François. Son enterrement à la basilique Santa Maria Maggiore, plutôt qu'à Saint-Pierre, reflétait sa dévotion personnelle à la Vierge Marie et les souhaits qu'il avait exprimés dans son testament. Tout au long de ces procédures, il n'y a pas eu de perturbation évidente, mais le Vatican a des siècles d'expérience dans le maintien de la dignité publique, tout en gérant les crises internes. Le conclave visant à élire le successeur de François a débuté le 7 mai 2025, exactement comme prévu, sans aucun retard susceptible d'indiquer une crise au sein du Vatican. Des cardinaux du monde entier se sont réunis à Rome, ont participé à des réunions pré-conclaves et sont entrés dans la chapelle Sixtine pour le processus de vote, le tout selon les rituels établis qui régissent les transitions papales depuis des siècles. Cependant, certains observateurs du Vatican ont noté une tension inhabituelle parmi les cardinaux, qui pourrait être attribuée à la politique normale de la succession papale ou à quelque chose de plus troublant. Si l'on considère le pontificat de François de manière plus générale, on voit un dirigeant qui a poussé à la réforme tout en faisant face à une résistance importante de la part d'intérêts bien établis au sein de la curie. Ces efforts pour lutter contre la corruption financière, les abus du clergé et les questions doctrinales telles que le divorce et les relations entre personnes de même sexe ont suscité à la fois soutien et opposition. François était connu pour son approche stratégique du changement, travaillant souvent de manière progressive au sein des systèmes existants plutôt que de tenter des transformations révolutionnaires. Cette approche pragmatique aurait-elle pu inclure la collecte de preuves qu'il savait ne pas pouvoir être révélées de son vivant sans provoquer un schisme? Le choix de François de vivre dans la Casa Santa Marta plutôt que dans le palais apostolique reflète sa préférence pour la simplicité, mais lui confère également une certaine indépendance par rapport aux structures de pouvoir traditionnelles du Vatican. Cette séparation physique aurait pu lui permettre de conserver des dossiers ou des enregistrements privés à l'abri du regard des fonctionnaires de la curie. Le personnel régulier de la maison d'hôte aurait été en contact quotidien avec François, observant potentiellement ses activités et ayant accès à ses quartiers lorsqu'il n'était pas là. L'un de ces membres du personnel aurait-il pu découvrir les documents que François avait accumulés? La stratégie de communication du Vatican après la mort de François s'est concentrée sur son héritage de réforme, son approche pastorale et la continuité du leadership de l'Église pendant la transition. Il n'y a eu aucune reconnaissance officielle de découvertes inhabituelles ou de perturbations internes. Toutefois, l'approche du Vatican en matière de relations publiques a longtemps mis l'accent sur la stabilité et la continuité, même pendant les périodes de troubles internes. L'absence de commentaires officiels sur ces affirmations ne les confirme ni ne les réfute. Elle reflète simplement l'approche traditionnelle du Vatican qui consiste à ne pas s'engager dans la spéculation. La couverture médiatique de la mort de François et de la transition qui s'en est suivie a largement suivi les récits officiels, se concentrant sur ses funérailles, son héritage et les spéculations sur son successeur. Toutefois, certains médias catholiques
ont fait état de tensions entre les cardinaux qui se présentent au conclave, avec des divisions entre les réformateurs qui souhaitent poursuivre le programme de François et les traditionalistes qui favorisent un retour à des approches plus conservatrices. Ces divisions pourraient être le reflet d'une politique papale normale ou indiquer que des révélations inquiétantes sont connues de ceux qui ont accès aux appartements privés de François. Le moment choisi pour ces affirmations, qui apparaissent peu après la mort de François, mais avant l'élection de son successeur, est significatif. Cette période de cède vacante, le siège vacant, est traditionnellement une période d'incertitude et de spéculation au sein de l'Église. La dynamique du pouvoir change temporairement, le collège des cardinaux assumant la gouvernance collective jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. Si des preuves d'inconduite ou de dissimulation ont effectivement été découvertes, cette période d'interrègne sera particulièrement sensible, car différentes factions se positionneront pour avoir de l'influence sous le prochain pontife. Le testament de François, publié après sa mort, se concentre sur des questions spirituelles et des instructions funéraires, plutôt que sur des révélations ou des accusations. Toutefois, ce document public pourrait ne pas représenter l'intégralité des dernières communications de François. Historiquement, les papes ont laissé à leurs successeurs des instructions ou des révélations privées distinctes de leurs témoignages publics. Si François avait préparé des documents sur les fautes commises par le Vatican, il aurait pu faire en sorte qu'ils soient découverts après sa mort sans les mentionner dans son testament public. Les archives apostoliques du Vatican, avec leur vaste collection de documents historiques, représentent à la fois la mémoire institutionnelle de l'Église et sa capacité à garder le secret. La décision de François de les renommer archives secrètes et d'ouvrir des collections sensibles, telles que les documents de guerre de Pie XII, témoigne d'un engagement en faveur de la transparence. Cette approche serait cohérente s'il avait également documenté les affaires contemporaines du Vatican dans l'intention de les divulguer, que ce soit de son vivant ou par la suite. L'Église catholique est actuellement confrontée à de multiples défis. Le déclin de la pratique religieuse dans les pays occidentaux, les pressions financières, la crise actuelle des abus commis par des membres du clergé et les divisions internes entre les factions progressistes et traditionalistes. Toute révélation importante concernant des fautes ou des dissimulations émergerait dans ce contexte déjà tendu, ce qui risquerait d'exacerber ces difficultés. Le prochain pape héritera de ces questions, que les allégations concernant les images cachées se révèlent exactes ou non. Si l'on considère l'histoire du Vatican de manière plus générale, les périodes de scandales et de controverses ont souvent débouché sur des réformes et des renouvellements. La réforme protestante a suivi les excès des papes de la Renaissance. Les réformes financières modernes ont émergé des scandales bancaires, et les politiques de lutte contre les abus du clergé ont évolué en réponse à l'exposition publique des dissimulations. Si François a laissé derrière lui des preuves de mauvaise conduite ou de corruption, elles pourraient, en fin de compte, servir de catalyseur à des changements nécessaires, indépendamment des perturbations à court terme qu'elles pourraient causer. L'Église catholique a traversé de nombreuses crises au cours de ses 2 millénaires d'existence. Toutefois, à une époque où les institutions religieuses sont de moins en moins respectées et où la communication mondiale est instantanée, les révélations sur les fautes commises au plus haut niveau pourraient avoir des répercussions sans précédent sur l'autorité morale et l'intégrité institutionnelle du Vatican. Les mois et les années à venir permettront de savoir si ces affirmations constituent de véritables révélations ou simplement le dernier chapitre de la longue histoire des théories de la conspiration au Vatican. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.